Du 6 au 22 février, tous les regards seront rivés sur les exploits de nos plus grands athlètes. Vivez l'expérience complète des Jeux olympiques d'hiver de Milano-Cortina sur ICITO.tv. Frisson garanti. Nous sommes le lundi 26 janvier. Voici à la une. Bonjour, bon lundi, bienvenue à l'émission, c'est Mathieu Bellumeur au microphone, j'espère que vous allez bien. Ce matin, nouvelle édition d'À la Une, qui, je vous le rappelle, depuis la semaine dernière, oui, vous pouvez toujours nous écouter à la radio sur la plateforme audio de Radio-Canada, l'application audio, mais également, si vous voulez jeter un œil, voir l'émission, vous pouvez également nous écouter de 5h30 à 6h sur RDI, le réseau de l'information. Ça me fait plaisir de vous accueillir ce matin. Oui, ça va être une grosse journée, entre autres, en ce qui a trait au déplacement. Ça sera probablement pas facile avec cette neige qui tombe, des records battus à Toronto. De la neige également sur le sud du Québec et ça tombe en ce moment. Donc, prudence dans vos déplacements. Si vous avez à prendre l'avion, plusieurs vols ont été annulés ou reportés, que ce soit à Pearson ou encore à l'aéroport Montréal-Trudeau. On va faire le tour, évidemment, des prévisions de la météo dans les prochaines minutes. Ce qui va aussi marquer la journée, c'est cette rentrée parlementaire à Ottawa, retour des partis à la Chambre des communes. Et Jean-Philippe Robillard sera avec nous pour nous faire un peu le portrait de ce à quoi va ressembler cette nouvelle session, ce nouveau moment à la Chambre des communes, alors que les députés vont retrouver leur siège. Et on apprend ce matin des informations qui avaient été d'abord révélées par le Toronto Star, que le gouvernement Carney va annoncer une bonification du crédit de la TPS, les versements trimestriels qui vont augmenter de 25 % au cours des 5 prochaines années. Une mesure qui va toucher environ 12 millions de Canadiens. Jean-Philippe aura les détails pour nous, mais ça a été confirmé au cours des dernières heures par nos collègues à Ottawa. L'équipe est en studio avec moi, Julie-Jasmine Boudreau, Olivier Pellerin et Véronique Méran. Bonjour à vous trois. Bonjour. Julie-Jasmine, on va aux actualités culturelles se parler ensemble tantôt de ce qui retient aussi beaucoup d'attention dans l'actualité, c'est-à-dire ce qui se passe au Minnesota. Oui. Une autre personne abattue donc par des policiers fédéraux et ça a des échos. Des échos, c'est le mot que je cherchais exactement dans le milieu culturel. Absolument, parce qu'en ce moment se déroule le festival Sundance. C'est un festival de films indépendants. Oui. Et les conversations plutôt légères sur le cinéma sont mal à propos. Les acteurs le disent, les réalisateurs en parlent. On veut qu'il se passe quelque chose. Alors, bien sûr, ça modifie un peu la perspective de ce genre d'événements culturels. Oui, c'est ça. Donc, des artistes ou des réalisateurs, des gens du milieu du cinéma qui ont pris la parole, qui ont pris position durant ce festival. On va y revenir plus tard à l'émission. Faisons le tour de ce qui nous attend, de ce qui nous est tombé dessus. Gros bulletin météo pour vous, Véronique, ce matin. Ben oui, je vous entendais parler de Toronto, vraiment championne de cette tempête, disons-le comme ça. On a reçu 46 cm du côté de l'aéroport Pearson. Ça, en termes d'accumulation quotidienne, c'est du jamais vu. Et si on regarde, il y a 56 cm dans la ville de Toronto. Et si on regarde les quantités de neige totales pour le mois de janvier, 88,2 cm à Toronto. Donc, c'est du jamais vu. Depuis quand? Depuis qu'on a commencé à recenser les données du côté d'Environnement Canada. Donc, ça, c'est en 1937. Alors, sud de l'Ontario, oui, secteur de Toronto durement touché. La neige s'abat déjà sur le sud du Québec depuis hier soir. Je dirais ce matin à peu près 5 à 7 cm au sol, là, tout dépendamment des endroits, et 5 à 10 supplémentaires à tomber aujourd'hui. Il y a du vent, il y a de la poudrerie. C'est une neige qui est très fine, qui est très légère. Donc, évidemment, ça engendrera des conditions hivernales pas mal toute la journée. Donc, neige, oui, qui devrait quand même diminuer en termes d'intensité, là, une fois la matinée passée. Il y aura des chutes de neige, mais ce sera quand même un petit peu plus léger. 5 à 10 supplémentaires à venir pour Montréal, pour le secteur de l'Estrie. Les régions les plus près de la frontière américaine, là, le total pourrait s'élever à 15-20 cm. Sinon, dans l'ensemble, au total, c'est du 10-15 cm, pas mal. Ça s'estompera complètement au cours de la soirée de la nuit prochaine, mais les vents sont assez vifs ce matin, vont diminuer un peu cet après-midi, vont reprendre du service ce soir. Ça reste froid, moins qu'en fin de semaine, mais quand même. Moins 11 à moins 13 pour ce qui est des maximums sur le sud du Québec. La nuit prochaine, moins 18 à moins 21. Et demain, plutôt nuageux avec éclaircies, avec encore quelques averses de neige. L'endroit où ça peut se dégager un peu aujourd'hui, c'est du côté de l'Abitibi, avec un maximum de moins 16. Sinon, tout l'est
l'ouest du Québec demeure sous l'emprise des nuages. La Gaspésie, la Côte-Nord, la neige commencera ce soir. Vers le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, 5 à 10 cm jusqu'à demain. C'est ce qu'on anticipe. Les températures se maintiennent. Moins 13, moins 16 degrés de ce côté-là. Encore très froid sur la Côte-Nord ce matin. En Ontario, variable dans l'ensemble. Des flocons ici et là, encore venteux et froid. Les températures entre moins 13 et moins 15 pour la portion nord de l'Ontario. Près de moins 8, moins 9, Toronto-Windsor. 5 à 10 cm de plus vers Ottawa avec un maximum de moins 13. Sous les nuages à Vancouver, il fera 5. Et du côté des prairies, les températures remontent tranquillement. On parle d'un maximum autour de moins 15 pour Regina, Winnipeg. On y va avec des conditions plutôt variables, venteux encore et nuageux avec quelques éclaircies vers Edmonton et Calgary. Moins 5 à Calgary, c'est à peu près le point chaud dans l'Ouest canadien. C'est bon. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Au sport maintenant, Olivier, donc évidemment, on surveillait en fin de semaine, entre autres, la NFL. On connaît maintenant les deux équipes qui vont s'affronter au Super Bowl. Oui, effectivement, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Seahawks de Seattle qui ont confirmé leur place pour ce 60e Super Bowl avec des matchs un peu différents. Parlons tout d'abord des Patriots qui affrontaient les Broncos de Denver. Ça a été un match qui a été marqué, entre autres, par la neige. Vous avez peut-être vu les images. Oui. On avait même besoin, là, à la caméra, d'amplifier un peu les lignes pour qu'on puisse suivre ça à la télévision. Hein? C'était tout brouillé, effectivement. C'est effectivement très compliqué de pouvoir suivre le match, mais quand même, les Patriots qui ont réussi donc à aller décrocher cette victoire pour donc une 12e participation au Super Bowl. Et de l'autre côté, les Seahawks de Seattle, eux, ont connu un match assez serré, disons-le, contre les Rams de Los Angeles. On a parlé beaucoup des quarts arrière partants, de Sam Darnold qui est passé d'une équipe à l'autre. On n'a jamais vraiment réussi à le mettre dans une position peut-être gagnante ou jamais il a peut-être confirmé à ses entraîneurs et aux formations avec lesquelles il a évolué qu'il avait l'étoffe d'un quart arrière partant qui pouvait mener une équipe au Super Bowl. Mais hier, il l'a fait face donc aux Rams dans une victoire de 31-27. Ça a été toute une rencontre pour Sam Darnold qui a lancé 3 passes de toucher durant la rencontre, qui a mené de main de maître cette attaque. Il faut dire que ça a été un match et de par le résultat, vous le voyez, le très partagé aussi. Matthew Stafford a connu une très grande rencontre, mais il y a un revirement au 4e quart qui aura fait la différence et comme ça, les Seahawks confirment leur place donc dans ce Super Bowl. Vraiment, les paris sont ouverts. 2 équipes excitantes à regarder qui ont du punch à l'attaque, qui ont aussi de très, très bonnes défensives. Donc, ce sera un match âprement disputé, j'ai l'impression, avec 2 équipes qui retrouvent le Super Bowl. Donc, on aura droit certainement à un beau spectacle, comme on a eu droit le week-end dernier avec des matchs très serrés qui se sont qui se sont soldés avec des résultats, mais surtout qui se sont... on a déterminé le résultat à la toute fin de la rencontre, c'est ce que je veux dire. Ça. Okay. Et donc, voilà, tout un week-end de football auquel on a eu droit. Sinon, je vous parle de patinage de vitesse longue piste. On était dans une dernière répétition avec une dernière épreuve de Coupe du Monde à Insel en Allemagne pour l'équipe canadienne. Donc, dernière compétition avant les Jeux olympiques, avant cette dernière préparation aussi qu'on aura en camp avant de débuter ces Jeux olympiques. Puis ça s'est terminé de belle façon, entre autres pour Valérie Maltais, qui est allée décrocher 2 médailles cette fin de semaine. Elle a décroché donc hier l'argent au départ groupé derrière la Néerlandaise Marika Groenewald, mais surtout, elle a décroché aussi la médaille de bronze aux 3000 mètres. Et là, ça termine cette saison de Coupe du Monde, mais elle arrive en pleine confiance à ses 5e Jeux olympiques. Ça, c'est impressionnant. À 35 ans, elle les a fait en courte piste, elle les a fait en longue piste. Lors des derniers Jeux à Pékin, elle avait décroché la médaille d'or en poursuite par équipe. Puis là, elle sera surveillée cette année avec ses bons résultats. C'est encourageant. Il y a aussi le sprint par équipe hier qui est allé décrocher la médaille d'argent. On retrouvait entre autres Ivani Blondin, Béatrice Lamarche et Carolina Hilaire-Donnelly dans ce trio. Donc vraiment, ça augure très bien pour l'équipe de patinage de vitesse pour les prochains Jeux à Milan-Cortina qui débutent le 6 février prochain, je vous le rappelle, ça s'en vient. Sur les ondes de Radio-Canada. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée. Actuellement, je me sens que mon À la une des différents quotidiens de ce matin, oui, Véronique nous parlait de cette tempête de neige en Ontario. C'est d'ailleurs le titre du Toronto Star ce matin, White Out ou tempête blanche ou blizzard ou poudrerie, comme vous voulez, effectivement, qui paralyse la ville. Neige de chute record, donc évidemment annulation de vols, interruption des transports, fermeture d'écoles également. Déjà depuis le début du mois de janvier, plus de 85 cm dans la région de Toronto, ce qui en fait le mois de janvier le plus neigeux jamais enregistré
enregistrée, surpassant donc une année qui avait été très forte en chute de neige, 1999, nous rappelle le Toronto Star, qui fait état donc des différentes quantités de neige reçues. Entre autres, on a officiellement reçu 56 cm de neige au centre-ville de Toronto. C'est pas mal, ça sera pas facile encore ce matin pour les gens là-bas. En une de la Presse Plus de ce matin, la clinique qui ne tolère pas la critique. On nous parle d'une clinique sur la Rive-Sud, à Brossard, qui a tout juste été éjectée de la plateforme SACLIC. D'ailleurs, c'est la clinique Omicron et c'est une clinique qui ne tolère pas la critique, dit la presse, parce qu'il y a des gens qui sont allés, qui ont eu de mauvaises expériences, à qui on avait dit qu'ils allaient pouvoir rencontrer un médecin. Finalement, c'est une infirmière qu'ils ont rencontrée. On n'a pas pu avoir, par exemple, une prescription pour un médicament X ou Y. Il y a des gens qui ont donc, évidemment, c'est une clinique privée, donc il faut payer pour le rendez-vous. Des gens qui ont écrit des commentaires d'insatisfaction sur la plateforme Google, qui ont été mis en demeure par la clinique, qui a été d'ailleurs expulsée de Clic Santé, cette plateforme du gouvernement, étant donné les plaintes et l'expérience vécue par différents clients. On en parle donc en une de la Presse Plus de ce matin. Sinon, en une du Devoir, la version de Washington à Minneapolis contestée. On en glissait un mot au début de l'émission avec Julie Jasmine. Ces manifestations à Washington, pas à Washington, mais à Minneapolis. La pression est forte pour qu'une enquête indépendante soit menée sur la mort d'Alex Purdy, tué par balle par des agents fédéraux samedi. Donc, vous pourrez lire ça en une du Devoir de ce matin. En une du site de radiocanada.ca, en tout cas, ça fait partie des différents articles à la une. L'ancien président de Norbourg, Vincent Lacroix, qui est maintenant complètement libre. C'est un article de ma collègue Isabelle Richer. À 59 ans, elle nous dit que Vincent Lacroix est un homme complètement libre à partir d'aujourd'hui, non seulement libre de circuler comme il l'entend, ce qui était le cas depuis plusieurs années, mais sa peine de 18 ans de prison est terminée. Il ne relève donc plus de la commission des libérations conditionnelles. Évidemment, on se souvient de Vincent Lacroix qui a été au cœur du scandale financier Norbourg entre 2002 et 2005 avec l'aide de complices. L'expert en valeurs mobilières a fraudé plus de 9200 investisseurs, plus de 100 millions de dollars également. Donc, vous pourrez lire l'article d'Isabelle en une du site de Radio-Canada ce matin. En une du Journal de Montréal et du Journal de Québec, on nous parle d'un témoignage troublant d'un candidat de l'émission La Voix. Donc, il s'agit d'un candidat qui a été victime d'agression sexuelle, Jonathan Grandmont, qui tenait à briser le silence. Puis, on nous parle également de ces gens qui, au travail, ont travaillé dans des environnements sonores très bruyants, mais qui ont de la difficulté à se faire prescrire des appareils pour l'audition. Certains ex-travailleurs ont dû se battre près de 20 ans pour avoir gain de cause. La CNESST fait la sourde oreille. C'est le titre de l'article de Jean-Philippe Guilbeault, des travailleurs des retraités à qui on a refusé des réclamations pour des appareils auditifs au cours des dernières années, qui ont dû se tourner devant les tribunaux. Vous pourrez lire, entre autres, l'exemple d'un homme, Gilles Dubé, qui a travaillé pendant 30 ans chez Purolator, donc dans la livraison, mais qui a dû donc se tourner vers les tribunaux pour avoir le règlement de son dossier. C'est à lire donc 101 du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Jean-Philippe Robillard est maintenant en studio avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Alors, c'est jour de rentrée parlementaire à Ottawa. Et puis Mark Carney va annoncer, et je l'évoquais rapidement au début de l'émission, un coup de pouce pour les ménages canadiens. Oui, qui en ont bien besoin avec l'augmentation, on le sait, du coût de la vie, de l'inflation qui se fait toujours sentir, qui a encore un impact important, on le sait Mathieu, sur le portefeuille, sur le budget des ménages, des familles ici au pays. On n'a qu'à penser au prix des denrées alimentaires, au prix du panier d'épicerie, tout augmenté ou presque, on le sait, à l'épicerie. Alors, selon mes collègues à Ottawa qui ont parlé à une source gouvernementale haut placée, le gouvernement Carney va annoncer aujourd'hui une bonification du crédit de TPS. Les versements, Mathieu, vont augmenter de 25 % au cours des 5 prochaines années. C'est une mesure qui va toucher 12 millions de personnes au pays, 12 millions de Canadiens. Ouais. Est-ce qu'on sait concrètement quel montant ça peut représenter? Bien, pour une personne seule à faible revenu, ça représente 130 $ de plus, alors que pour un couple avec 2 enfants, ça représente 270 $ de plus. Alors, c'est une autre mesure également que va annoncer le gouvernement aujourd'hui. C'est un paiement spécial unique qui correspond à environ la moitié de la valeur annuelle du crédit de TPS. Alors, pour une famille avec 2 enfants, ça
ça pourrait représenter une aide combinée d'environ 800 $. Donc, on comprend effectivement que ça va marquer la rentrée parlementaire de ce matin. Sinon, il y a toutes les tensions dans le monde avec les États-Unis, tensions commerciales, évidemment. Et après la Chine, Ottawa veut se rapprocher de l'Inde. Oui, alors qu'on se souvient que sous le gouvernement de Justin Trudeau, il y avait beaucoup de tensions avec New Delhi. Alors, il y a le ministre fédéral de l'Énergie qui va entreprendre à compter de demain, et ça pour 3 jours, une mission économique en Inde. Il va parler de pétrole, de gaz, de minéraux critiques, on en parle beaucoup, mais également d'énergie renouvelable, avec ses homologues indiens. Il va également rencontrer des dirigeants de grandes entreprises pétrolières. Le ministre aimerait bien, en fait, Mathieu, que le Canada se taille une place en Inde pour remplacer une partie du pétrole qui provient de la Russie. Le gouvernement Carney, donc, qui tente toujours de développer de nouveaux marchés pour nos exportations, d'attirer ici également de nouveaux investisseurs. On le sait, le premier ministre qui a parcouru le monde, qui est allé dans plusieurs pays au cours des dernières semaines. Il y a eu le forum la semaine passée de Davos, où il a rencontré plusieurs dirigeants de grandes entreprises, mais également eu son voyage au Qatar, également sa mission économique en Chine, qui a suscité d'ailleurs de la colère, de la grogne en fin de semaine du président américain Donald Trump, qui a dit que si le Canada allait de l'avant avec un accord, il n'a pas spécifié quel type d'accord avec la Chine, eh bien, il y aurait le président Trump qui menace donc d'imposer de nouveaux tarifs de 100% sur les exportations canadiennes ou sur les importations canadiennes qui entrent aux États-Unis. Aux États-Unis. Ouais. Donc, autant de questions auxquelles devra certainement répondre Mark Carney en Chambre. Plusieurs grosses sessions probablement, d'hiver à surveiller à Ottawa. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Julie Jasmine est de retour en studio. Donc oui, revenons à ce qui se passe à Minneapolis. Ces agents fédéraux qui ont abattu donc une autre personne, un manifestant, un homme. Et il y a eu beaucoup de réactions dans la classe politique un peu partout, mais aussi chez les cinéastes. C'est ça, dans le milieu des arts et de la culture. Je pense à Sundance. Il y a ce grand festival dans l'État de l'Utah qui est un festival de films indépendants. Alors évidemment, ce sont des gens qui prennent généralement la parole à travers leurs œuvres, mais là, ne se sont pas gênés pour le dire. Je pense à Edward Norton, acteur américain qui est dans un film qui s'appelle The Invite. Il était là cette fin de semaine. Alors que ce soit dans le Times ou dans le Hollywood Reporter, il a dit on peut pas vivre comme si on était dans une période normale. On peut pas faire comme si ça n'arrivait pas, bien sûr. Il a même suggéré une espèce de mobilisation générale en parlant peut-être d'une grève économique générale pour que, évidemment, provoquer la fin de tout ça. Il y a la réalisatrice du film aussi qui était sur le tapis rouge avec, peut-être l'avez-vous vu, c'est un petit écusson qui est écrit Ice Out. Donc, il suggère bien sûr la sortie de ICE des villes qui sont évidemment soumises aux ordres de ces policiers fédéraux-là. Elle a dit, je sais qu'à petite échelle, porter une épinglette, là, ça peut peut-être sembler anodin, mais ça montre au moins notre soutien. Ça me fait penser aussi à Natalie Portman qui avait également cette petite épinglette-là cette fin de semaine. Puis elle a vraiment dit, moi, je suis extrêmement émue, c'était une journée horrible. Et le cinéma, c'est un acte politique, une prise de parole, une liberté. Alors, c'est la place, faut qu'on dénonce ce genre de comportement-là. En fait, une des pires journées. Et d'ailleurs, pour ce qui est de la petite ou des petites épinglettes, parce je parlais de Ice Out, mais il y avait aussi Be Good, en référence à cette Américaine tuée au début du mois de janvier. Nicole Good, oui. Exactement. Renée Nicole Good. Ouais. On avait vu ça au Golden Globe. Donc, c'est là que ça a commencé tranquillement, là, cette espèce de prise de parole ou en fait de s'afficher finalement sur les tapis rouges dans les moments cinématographiques aux États-Unis. Donc, à suivre, bien sûr, parce qu'on n'est pas à notre première remise de prix. Il y en aura d'autres. Les Grammys s'en viennent. Il y aura les Oscars aussi. Les compressions fédérales touchent des musées canadiens, d'importants musées. Oui, on parle du Musée canadien de l'histoire et du Musée canadien de la guerre. On dit qu'on va couper à peu près une 60aine de postes permanents. Il faut réduire de 18 % les effectifs. Ça va se faire sur 3 ans. Les postes qui seront touchés, on parle d'agents de sécurité, de personnes à l'accueil, d'organisateurs de sorties scolaires. On dit aussi que des postes cadres vont être réduits à 24 % parce que l'objectif, en fait, ça avait été annoncé au dernier budget d'ailleurs, c'est de réaliser des économies de 2,4 milliards seulement pour l'exercice 2026-2027. Ce que dit
dit le syndicat, c'est sûr qu'il s'inquiète, que les visiteurs vont devoir appuyer sur des boutons, utiliser des enregistrements audio, donc avoir moins le contact avec les experts. Du côté du musée, des musées, en fait, là, parce que c'est un tout, en fait, le Musée canadien de l'histoire et celui de la guerre, c'est qu'on dit que il faut moderniser, on n'a pas le choix. Il faut vraiment aussi améliorer l'efficacité puis rationaliser les processus. Alors voilà, est-ce qu'on en verra les échos, les effets, c'est-à-dire au cours des prochains mois, fort possiblement. Effet concret là, dans ces deux musées. Parlons de musique maintenant. Un premier album pour Édouard Tremblay-Grenier, 23 ans, un album qui est sorti vendredi. Mais qui est Édouard Tremblay? Dites-le-nous. C'est à vous de me le dire. Alors, c'est le fils de Marat Tremblay et du Chicken Swell Daniel Grenier. Il est acteur depuis qu'il est tout petit. Vous l'avez vu peut-être plus récemment dans Les Beaux Malaises avec Martin Matt. Il sera à Zénith, le concours des générations Radio-Canada, dès la semaine prochaine. Génération Z, hein? Ça étonne personne. Alors, il a lancé un tout premier album qui s'appelle François Roberge vendredi passé. Alors, la pièce s'appelle « Emmène-moi ». Elle est dans les premières pistes de l'album. C'est un bien bon son, Mathieu. C'est bien travaillé. C'est une plume qui réfléchit. C'est près du cœur. Je trouve qu'on entend beaucoup ses tourments aussi. Il y a une certaine maturité dans le texte. Puis moi, j'entends des influences comme Malajube, Daniel Bélanger, même des fois du Radiohead ou du Beatles là-dedans. Alors, je trouve que franchement, c'est très prometteur parce qu'il fonce, il explore. Je dirais que les 5 premières chansons, moi, ça m'a conquis. D'ailleurs, quand ça commence comme ça, généralement, c'est assez rare. Là, ça prend plusieurs écoutes. Puis pourquoi François Roberge? C'est un nom d'emprunt, le nom d'un ami de son papa. Il avait envie de lui faire une narration sur le disque. C'est la première piste. C'est dit, tiens, je vais appeler mon album François Roberge. Après les Denis de relais, François Roberge. Voilà. Pourquoi pas? Excellent. Julie Jasmine, merci beaucoup. Marie-Michel Bordua se joint maintenant à nous, de la salle des nouvelles. Elle va venir comme ça tous les jours en fin d'émission nous dire ce qu'on va surveiller aujourd'hui dans l'actualité. On vous a déjà fait un portrait pendant l'émission. Autrement, évidemment, la situation à Minneapolis, Marie-Michel, va continuer de retenir l'attention aujourd'hui. Oui, où la résistance citoyenne s'organise pour contrer les opérations de l'ICE qui visent l'immigration clandestine. Notre correspondant Louis Blouin, il est sur place depuis hier. Là, il a pu entendre ces sifflets qui résonnent. C'est devenu vraiment l'arme par excellence pour signaler la présence de l'ICE dans les quartiers de la ville. Il signe d'ailleurs ce matin un texte à ce sujet à lire sur notre site radio-canada.ca. Et donc, l'administration Trump qui continue de faire face à la pression populaire, mais aussi la pression de l'opposition après la mort de 2 Américains tués par l'ICE. René Nicole Goode, c'était le 7 janvier, et Alex Préti samedi. Chez nous, au pays, on va suivre le retour des députés fédéraux sur la colline parlementaire. Les travaux reprennent au moment où Donald Trump y va de nouvelles menaces tarifaires. Mark Carney se veut quand même rassurant. Il promet également des mesures pour aider les Canadiens à faire face à la hausse du coût de la vie. Selon nos informations, d'ailleurs, son gouvernement va annoncer ce matin une bonification de 25 % du crédit pour la TPS pour les 5 prochaines années, mesure qui toucherait environ 12 millions de Canadiens. Puis un petit mot sur Christine Fréchette et Bernard Drinville qui vont laisser leur poste de ministre vacant puisque les deux sont dans la course à la succession de François Legault. Voilà, ils ont officialisé leur candidature dans les derniers jours et selon les règles à la course, doivent céder leur place. On devrait savoir aujourd'hui qui va les remplacer. Merci beaucoup, Marie-Michel. Bonne journée. Voilà pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée. Oyez, dévoreurs et dévoreuses de mythes et légendes. Ici Charles-Antoine Desgranges et je vous invite à investiguer avec moi les mystères les plus étranges de notre planète. Mythes ou mystères, un balado à écouter en exclusivité sur Radio-Canada Audio.